Bonjour, je suis le médecin commandant Céline Arnoult. Je suis rentrée à l'armée en 2006 comme élève médecin. J'ai fait toute ma formation universitaire via l'ULB et je pratique encore dans le civil comme médecin, principalement SMURiste, donc en préhospitalier pour faire de la réanimation. À l'armée, j'ai commencé comme médecin de première ligne chez les chasseurs ardennais au 3e EMI. Ensuite, j'ai été le médecin de la base aérienne de Melsbrook, car entre-temps, j'ai fait une spécialisation en médecine aéronautique. Et maintenant, me voilà le directeur médical du centre médical régional de l'École royale militaire. On m'a demandé de partager 3 leçons de vie. Donc, ma première leçon de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, on pense toujours qu'on est trop vieux, trop fatigué, trop débordé. Et ce n'est pas une raison, je trouve, pour se lancer de nouveaux défis. En étant un peu plus âgé, on prend juste un tout petit peu plus de temps parce qu'on est trop débordé pour arriver au but qu'on s'est fixé. On n'arrive jamais au bout des connaissances. C'est pour ça que je trouve qu'il est important de continuer toujours à apprendre. Et en étant plus âgé, on acquiert par contre plus d'expérience, on a plus de vision et on a moins d'impulsivité. En somme, on acquiert plus de sagesse. Pour moi, dans la sagesse, il y a 2 grandes composantes. Donc la première composante, c'est l'humilité. Il faut toujours rester humble. Et la deuxième composante, c'est connaître ses limites et les reconnaître. Donc, parlons de la première composante, l'humilité. Pour apprendre et continuer à avancer, il faut toujours regarder vers le bas. Et c'est en regardant vers le bas qu'on donne un sens à ses actions. Donc, en regardant vers le bas, on s'ouvre au monde. On permet aussi à d'autres de s'épanouir et de s'élever et pour au final aller ensemble plus loin. Si on ne regarde que vers le haut, on se développe mais on ne s'élève pas et on ne grandit pas. Je pense que en regardant trop vers le haut, on peut perdre ses valeurs et se perdre soi-même jusqu'à parfois perdre les gens qu'on aime aussi. La deuxième composante de la sagesse, c'est connaître et reconnaître ses limites. Donc, un échec, souvent, est perçu comme une frustration. Pour ma part, je pense qu'un échec, c'est une avancée. Donc, ça permet de nous relever. Il faut prendre du recul par rapport à cet échec, essayer de l'observer, le regarder objectivement. Et on peut valoriser l'erreur, le défaut, la déception en la transformant en leçon. Il faut aussi reconnaître ses émotions qui peuvent être négatives et en faire quelque chose de positif en les canalisant. Pour donner un exemple, dans ma pratique de médecin, donc en ambulance, lors de la vague de Covid, quand tout le monde était confiné, le personnel médical préhospitalier était dehors. Donc il nous est arrivé de devoir faire face à des situations difficiles et je pense à une situation en particulier où j'avais été chercher un jeune homme en ambulance qui avait un Covid très avancé. Le jeune homme, j'ai dû l'intuber, donc le mettre sous respirateur. Et on est très limité en termes d'oxygène dans les ambulances. Donc on doit arriver dans un hôpital assez vite, sinon on arrive à la fin de nos bouteilles. Au vu de la saturation des hôpitaux bruxellois, parce que je travaille à Bruxelles, on a été refusé dans 3 hôpitaux différents. Donc je me suis retrouvée avec un patient intubé, avec une bouteille d'oxygène qui arrivait dans le rouge. Et quand la bouteille d'oxygène était dans le rouge, le patient allait mourir. Donc pour moi, c'était un échec, pas personnel, mais du système hospitalier. Et je me suis mise en colère
Donc c'était une émotion qui était très très négative et qui aurait pu potentiellement desservir aux patients, parce que j'aurais pu me braquer. Et au lieu de ça, j'ai respiré un bon coup et j'ai cherché une solution. Donc on a finalement forcé les portes d'un hôpital pour brancher le patient avec des bouteilles qui traînaient dans un sas d'ambulance. Et comme on était dans l'hôpital, l'hôpital n'a pas eu d'autre choix que de prendre notre patient. Donc ça, effectivement, c'est un échec parce que le système de soins de santé était en échec. Ça a entraîné de la colère pour moi, mais aussi pour les 2 ambulanciers avec qui j'étais. Mais finalement, la leçon qu'on en a tirée, c'est qu'il y a quand même toujours des solutions et quand on veut faire une place pour un patient, on y arrive. Finalement, la situation a été remontée au niveau de la centrale et au niveau de la hiérarchie et ils ont revu leur système de triage des patients et de prévention, enfin pas de prévention, mais d'alerte des hôpitaux pour des patients intubés, ventilés. Comme deuxième exemple, dans ma pratique de médecin militaire, j'ai été amenée à faire une mission un peu spéciale qui était en contradiction avec mes croyances, non pas religieuses, mais plutôt mes croyances, mes valeurs. Et donc ça aurait pu entraîner effectivement un peu de la frustration ou de la colère parce que j'étais obligée de faire cette mission. Finalement, je l'ai tournée en quelque chose de positif et j'ai réussi à voir au sein de la mission qu'on me demandait une utilité à la mission, malgré le fait que c'était en contradiction avec mes propres valeurs. Et j'en suis ressortie, j'ai pris la leçon, j'en suis ressortie avec une ouverture au monde différente. Ma deuxième leçon de vie est d'avoir un bon rapport au temps. Donc, premièrement, il faut laisser le temps au temps. Donc, je pense qu'on ne peut pas être efficace si on ne fait pas de pause. En tant que médecin militaire et urgentiste, notre pratique est très intense et donc on peut être amené à travailler sans s'arrêter. Et je pense que vraiment faire des pauses permet de se recentrer et de prioriser surtout ce qu'on doit faire pour la suite et donc être beaucoup plus efficace. Aussi, si on a des pensées indésirables lorsqu'on travaille, il est essentiel de pouvoir complètement s'arrêter et se zéroter et revoir l'essentiel pour pouvoir mieux recommencer. Par exemple, je suis avec un patient qui était très agressif. Ça arrive assez régulièrement. Il fait nuit, ça fait 13 heures que je travaille, je suis fatiguée, un patient est agressif, mais malgré tout, il faut que je le soigne et il est potentiellement en danger. Il n'y a personne d'autre que moi pour le soigner, mais il faut que je ne me laisse pas aller aux sentiments négatifs que je peux avoir, c'est-à-dire de monter en agressivité avec lui, refuser de le soigner, etc. Donc il vaut mieux que je m'arrête, que je sors de la pièce, que j'aille respirer un coup, que je remette tout en place et que je revienne calme pour pouvoir trouver des solutions pour essayer de lui parler et pouvoir le soigner. La deuxième composante pour son rapport au temps, c'est si j'ai un conseil à pouvoir donner, c'est que le boulot a toujours un temporel défini, c'est-à-dire qu'une garde ou une mission prend toujours fin. On n'y pense pas spécialement quand on le prépare, on ne le vit peut-être pas quand on est dedans, on oublie que la garde ou la mission a une fin, mais c'est essentiel de se le rappeler régulièrement parce que quelle que soit la durée, l'intensité, la dangerosité, la pression à laquelle on est soumise ou alors l'éloignement par rapport à sa famille, la période a toujours une fin. Et quand on rentre chez nous, on revient à la vie d'un civil, d'un humain lambda,
On doit faire un bon retour et il ne faut pas reprendre la charge de travail ou la pression qu'on a eue à la maison. Il faut laisser ça au boulot. Et pour pouvoir enlever ce sac à dos, je pense qu'il faut une très bonne préparation. Donc, pour la préparation, il faut une bonne transmission. Donc, les militaires connaissent tous les périodes de reprise-remise. Je pense que c'est essentiel. Et en tant que médecin, une bonne transmission du patient. Donc, on ne rentre pas chez nous avec des questionnements, de se réveiller la nuit parce qu'on a peur pour un patient, parce qu'on a oublié de faire quelque chose. Non, il faut bien transmettre. Comme ça, on peut se décharger de regrets ou de sentiments négatifs. En somme, c'est pour pouvoir tourner la page. Une deuxième chose aussi pour la préparation de la fin de la garde ou de la mission, c'est prévoir quelque chose de positif après. Donc, quand on sort de garde ou quand on rentre de mission, par exemple, prévoir un cinéma ou aller chercher ses enfants à l'école. Vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui est positif. Et surtout, il faut s'y tenir. Parce qu'on est fatigué, on a notre cerveau qui est quand même toujours un petit peu dans la garde ou dans la mission. Et on dit « Ah non, finalement, j'ai pas envie ». Mais je crois que c'est essentiel de garder ce qu'on avait prévu avant pour justement se décrocher complètement du travail qu'on a fourni en amont. Et la troisième composante du rapport au temps, c'est très général et on l'entend très souvent, c'est que la vie est très courte. Donc, sa durée n'est pas prévisible. Donc, particulièrement dans mon boulot d'urgentiste et plus spécifiquement dans la partie réanimation, j'ai été amenée à voir beaucoup de gens morts, beaucoup de gens en train de mourir. J'ai aidé beaucoup de gens à mourir. J'ai annoncé beaucoup de morts. Donc c'est quelque chose que moi je vois tous les jours. Et c'est très bête à dire, mais la vie vraiment, elle est courte. Et de par mon expérience, je trouve que presque personne n'a un rapport conséquent avec la mort. Alors que finalement, c'est pas une surprise. Elle prend la plupart des gens pour eux-mêmes, donc ceux qui vont mourir, ça les prend par surprise. Et ça prend aussi la famille ou les proches par surprise, alors qu'il ne le faut pas. Il y a beaucoup de gens qui oublient de prendre le temps de vivre. Ils sont à fond dans le boulot, ils sont le nez dans le guidon et ils oublient de donner le temps au temps et finalement d'apprendre à savourer la vie, même pour des toutes petites choses, parce qu'en fait, la race humaine est telle qu'elle est et je pense qu'on oublie tous qu'on est mortel. Ma troisième leçon serait de ne pas avoir d'idées préconçues sur d'autres personnes, d'autres environnements. Donc on vit chacun dans une bulle et c'est très difficile de comprendre et d'éviter les critiques par rapport aux gens qui vivent dans d'autres bulles. Je pense qu'il faut continuer à être compréhensif, il faut être tolérant, vraiment éviter la critique et ne pas tout intellectualiser. Tout ne s'explique pas par une étude d'une bulle que l'on ne connaît pas. Pour véritablement la comprendre, il faut rentrer dans cette bulle et s'adresser aux gens, parler avec eux et voir comment ils vivent. Donc, par exemple, pour illustrer ça, avec le SMUR, je rentre dans une bulle de très grande précarité. Donc je vois des gens qui sont réfugiés, je vois des gens qui ont des parcours de vie vraiment horribles. Je vois des gens qui vivent en Belgique comme personne ne pourrait s'imaginer qu'il est possible de vivre à l'heure actuelle en Belgique. Et dans la bulle des intellectuels et des universitaires dans laquelle je vis, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'idée de la bulle de cette précarité qui existe en Belgique. Et ma leçon serait vraiment
d'éviter la critique et d'essayer de rentrer dans les autres bulles pour pouvoir se faire sa propre idée et sa propre vision du monde. Pour terminer, j'ai une petite citation de Charlie Chaplin qui est très relevante et qui regroupe vraiment mes 3 leçons de vie. Donc Charlie Chaplin disait « L'important c'est de lutter pour vivre, pour ne pas souffrir, pour profiter de la vie, pour perdre avec dignité et oser de nouveau. La vie est merveilleuse si tant qu'on ne la craigne pas. »